Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ceux qui me suivent déjà un peu, vous avez dû remarquer qu'on a changé de décor. Et ben oui, parce que entre temps j'ai déménagé et donc voici mon nouveau lieu d'enregistrement. J'espère qu'il vous plaira tout autant. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous propose un tout nouveau format de vidéo. On ne va pas parler d'écriture mais de lecture avec le bilan des livres que j'ai lus en ce début d'année. Vous me direz c'est un petit peu lié quand même, hein, mais si ceux qui écrivent généralement lisent pas mal, l'inverse n'est pas forcément vrai. Bref, trêve de bavardage, rentrons directement dans le vif du sujet. Depuis ce début d'année, j'ai lu 8 romans et une bande dessinée. Alors on ne va pas parler de tout ce que j'ai lu, je vais faire une petite sélection, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, surtout que parmi ces romans, il y en a 3 qui font partie d'une saga en 8 tomes, donc j'attendrai de finir tous les volumes avant de revenir vous en parler. Parmi les livres que j'ai lus en ce début d'année, il y a un coup de cœur, dont je vous dévoilerai tout à la fin de cette vidéo. Il y a de bonnes, voire de très bonnes lectures, il y a aussi une lecture un peu plus moyenne, et puis il y a un flop. Et c'est bien triste que ça tombe sur celui-ci, puisqu'il s'agit d'un roman qui a remporté un franc succès, et qui a même fait connaître son auteur. On va tout de suite commencer par celui-ci. C'est un livre qu'une amie, grande lectrice également, m'a prêté car elle voulait savoir ce que j'en pensais. Et ça tombait bien parce que moi aussi j'avais envie de découvrir cet auteur. C'est ainsi que j'ai découvert Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugan, publié aux éditions Michel Lafon. Alors déjà j'avais une question. Est-ce que vous avez aimé ce livre ? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui vous a plu? Expliquez-moi, parce que moi, perso, j'ai absolument pas compris le succès du roman. Pour moi, la seule trace de littérature se trouve dans le titre, c'est vous dire. Bon, je vais un petit peu nuancer mon propos et je vais vous expliquer plus clairement ce qui ne m'a pas plu. C'est l'histoire d'une femme qui doit faire un deuil. Pour ce qui est du pitch, on va s'arrêter là pour ne pas vous gâcher le peu de plaisir que vous pourriez prendre à la lecture de ce livre s'il vous venait l'envie de vous y atteler. Et je vous y encourage, hein, rien de tel que de se faire son propre avis. D'autant plus que Stephen King dit bien que c'est en lisant de mauvais livres qu'on se forge son regard critique. Alors profitez-en. Déjà, j'ai trouvé ça complètement cliché, vu et revu 100 fois. Un mix entre plusieurs comédies romantiques telles que PS I Love You, que par ailleurs j'ai pris plaisir à regarder, ou encore Donne-moi ta main. Vous savez, ce film qui suit l'histoire d'une fille particulièrement obstinée et qui part en Irlande avec l'idée de profiter d'une tradition locale pour lui demander sa main. Ben voilà, c'est dans ce goût-là, en beaucoup plus attendu, convenu et sans surprise. Les 3 ingrédients du livre, le deuil, l'amour et l'Irlande. Alors si encore l'auteur avait une plume, je voudrais bien faire l'impasse sur cet aspect déjà vu, mais rien non plus de ce côté-là. Certes, c'est efficace, ça se lit assez bien, c'est sans effort, et en plus c'est un tout petit livre, donc ça se lit très vite. Mais ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et puis en plus, l'autrice n'hésite pas à bien appuyer les traits de caractère de ses personnages. Entre le meilleur ami gay et les parents qui manquent cruellement d'empathie envers le malheur de leur fille et l'Irlandais, l'ours mal léché au cœur tendre, on est bien installé dans la caricature. Et bien tout ceci fait que je n'y croyais pas, que j'avais toujours 2 longueurs d'avance sur ce qui allait se passer, que je n'ai jamais été bouleversée, ni surprise, et encore moins touchée par cette histoire. Bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, vous l'avez compris, je n'ai pas du tout aimé ce livre d'Agnès Martin-Lugan. Mais si vous, au contraire, ce livre vous a beaucoup plu, que vous avez trouvé du plaisir à la lecture de ce texte, expliquez-moi pourquoi. Après bon, c'est le premier roman de son auteur, je veux bien lui laisser le bénéfice du doute et je retenterai peut-être l'expérience plus tard avec un autre de ses romans. Mais bon, ça sera pas tout de suite. Donc ça, c'était mon flop de début d'année. Maintenant, on va passer à des lectures que j'ai un peu plus appréciées. Même si mon avis sur le livre dont je vais tout de suite vous parler reste encore un peu mitigé. C'est le livre d'une autrice africaine que je découvre tout juste. J'avais lu quelques articles sur elle et sur son roman car elle était sélectionnée pour le dernier prix Goncourt. Et ça m'avait donné très envie de la découvrir, notamment par rapport au thème qu'elle aborde dans ce roman. Comme vous le savez sans doute déjà, ce n'est donc pas elle qui a remporté le Goncourt de cette année, mais elle a quand même été couronnée du prix Goncourt des lycéens. Et c'est ainsi que j'ai découvert Les Impatientes de Djaïli Amadou Amal. Je m'excuse si j'écorche son nom, je ne suis pas sûre de sa prononciation, qui a été publié aux éditions Emmanuel Colas. Et alors je me joins un petit peu à la polémique que certains lecteurs ont soulevée concernant les critères de sélection de ces différents prix, en se demandant si seule la noblesse du message porté par un livre peut lui suffire à obtenir des prix. Et c'est un petit peu la question qu'on peut se poser en lisant ce roman. Si l'on s'appuie sur les qualités littéraires de ce texte, qui sont somme toute plutôt ordinaires, ça ne me paraît pas être suffisant pour remporter un prix littéraire.
Et non seulement elle a reçu le prix Goncourt des lycéens, comme je le disais précédemment, mais en plus elle a été couronnée du prix Orange du livre Afrique. Et alors avec tout ce que j'avais pu entendre sur ce roman, les articles que j'avais pu lire à son propos et sur son auteur, je vous avoue que j'ai été un peu déçue à la lecture de ce texte. C'est l'histoire de 3 femmes, Ramla, Hindu et Safira, dont les destins se croisent. Le roman se décline donc en 3 parties. On suit d'abord Ramla, jeune fille qui s'apprête à épouser un homme polygame, 2 fois plus âgé qu'elle, dans le cadre d'un mariage arrangé. Puis on passe sur Hindu, la sœur de Ramla, qui quant à elle va épouser un homme à la mauvaise réputation qu'elle n'a pas non plus choisi. Et enfin on suit le point de vue de Safira, qui va être la co-épouse de Ramla. Alors pour ceux qui me suivent un petit peu par ailleurs, vous devez savoir déjà que les rites amoureux autour du monde, les coutumes, les rituels de mariage sont des sujets qui m'intéressent tout particulièrement. C'est pourquoi j'avais très envie de lire ce livre, d'autant plus que son auteur avait vécu en grande partie l'histoire qu'elle décrivait dans son roman. Donc je pensais que ça allait être transcendant de vérité. Mais comme je vous disais, j'ai plutôt été déçue. J'ai plutôt eu l'impression de lire un témoignage avec des qualités littéraires plutôt très sommaires. En tous les cas, sans réel travail autour de la langue. Alors certes, j'ai été touchée, j'ai été choquée par le destin de ces femmes et leurs conditions de vie. L'injustice de leur situation inextricable. J'ai été révoltée par la manière dont elles étaient traitées. Mais je me suis aussi demandé à qui ce livre était destiné. Aux femmes du Sahel pour leur donner le courage de s'extraire de leurs conditions, ou bien aux Françaises pour leur donner à voir une certaine réalité dans son aspect le plus choquant, dans un effet voyeuriste un peu malsain. C'est ce côté-là qui m'a un peu gênée quand même. À tel point que j'ai fini par remettre en cause la véracité du roman par le peu de nuances qu'il propose. Comme si son but était avant tout de nous heurter et de nous choquer, comme dans un magazine à scandale. Les personnages n'ont aucune sorte de solidarité entre eux, ils ne se parlent pas, ils ne communiquent pas, ils ne se comprennent pas, s'aident encore moins, bien au contraire. Les hommes ont tous l'air d'être taillés dans une même pierre qui changerait de couleur en fonction de la météo, et les femmes sont interchangeables sans caractéristiques qui leur sont propres. On dirait une seule et même femme qu'on aurait placée dans différentes situations. Bon, au final, c'est quand même un roman que j'ai dévoré parce que j'ai juste été révoltée par l'injustice que vivent ces femmes. Alors s'il n'a rien de transcendant du point de vue littéraire, si la condition des femmes dans le monde vous intéresse, je vous conseille quand même d'aller y jeter un coup d'œil parce que c'est assez édifiant. Passons maintenant à un tout autre genre avec une bande dessinée qui serait plutôt d'ailleurs un roman graphique si je compte le nombre de pages qui dépasse largement les 42 pages réglementaires de la bande dessinée, mais bon, laissons ces détails techniques aux spécialistes. Il faut savoir déjà que cette BD a raflé de nombreux prix. Alors je vais pas tous vous les citer, mais entre autres il y a le prix RTL, le prix Wollensky Le Point et le Grand Prix de la BD 2020 de l'Association des critiques de bande dessinée. Donc c'est déjà pas mal. Et pour le coup, cette BD mérite ses prix, selon mon humble avis. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui je ne lis plus tellement de bande dessinée, parce qu'en fait ça se lit trop vite, mais que j'en dévorais quand j'étais plus jeune. Mais celle-ci, j'ai été tentée de m'y plonger lorsque Bookin Marine, une Instagrammeuse, en a parlé sur son compte. C'est elle qui m'a donné envie de m'y plonger par rapport au thème que développait cette BD. Et comme j'ai bien fait. C'est ainsi que j'ai découvert Peau d'homme d'Hubert et Zanzime, paru aux éditions Glénat. J'ai ri, j'ai été émue, j'ai surtout trouvé ça savoureux. Si le décor est planté en Italie à l'époque de la Renaissance, cela n'a que peu d'importance. Les dialogues d'ailleurs ne sont pas trop d'époque et le décalage est juste réjouissant. Pour moi en fait, ça ressemble plutôt à cette époque dans laquelle se déroulaient la plupart des contes de fées de mon enfance. En ce temps où c'était encore les parents qui décidaient du mariage de leurs enfants, où tout était interdit aux femmes, et où la religion avait une place prépondérante. Bon, il faut savoir que dans certains pays, c'est toujours le cas, mais là n'est pas le sujet. C'est dans ce contexte qu'il est décidé que Bianca sera mariée à Giovanni, un homme à peu près du même âge qu'elle, mais qu'elle ne connaît pas. Et lorsqu'elle émet le regret de ne l'avoir même jamais rencontré, et d'encore moins le connaître, sa marraine lui remet une peau d'homme que les femmes de sa famille se remettent de génération en génération. C'est donc sous les traits de Lorenzo que Bianca va faire la connaissance de son futur mari et avec lui tout un monde s'ouvre à elle. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi déjà j'ai trouvé l'idée de départ totalement originale. Rien que le concept de l'histoire me plaisait, c'est ce qui fait que j'ai eu envie de me plonger dans cette bande dessinée. Et puis ensuite, je me suis régalée à la lecture. Car tout en reprenant les codes des contes de fées, les auteurs en font quelque chose de très moderne. Ça parle d'égalité homme-femme, d'intégrisme, de sexualité, d'homosexualité, de tolérance, etc., etc. Il y a de quoi faire. En tous les cas, ça donne à réfléchir.
Ça bouscule et ça questionne. Et tout ça avec de l'humour à haute dose, une bonne maîtrise de l'intrigue, avec des rebondissements à point nommé et des personnages tous plus délurés les uns que les autres, particulièrement celui de Bianca. Bref, je ne peux que vous recommander la lecture de cette bande dessinée. Je vais maintenant vous parler d'un autre livre que j'ai beaucoup aimé, une recommandation de mon libraire et que j'ai offert à ma mère pour Noël. Elle l'a lu en 2 jours, bon, il faut savoir que ma mère lit très vite. Et ensuite, elle me l'a prêté et j'ai pas mis beaucoup plus de temps qu'elle à le lire. Je veux parler de Né d'aucune femme de Franck Buis, paru à la Manufacture des livres. Si la première scène est assez nébuleuse et ne s'éclaircira qu'à la fin du roman, le mystère est planté dès le départ. Lorsqu'une femme demande un service au prêtre dans le secret du confessionnal. Service qui consiste à aller récupérer les carnets de Rose, qui vient tout juste de mourir à l'asile, qui sont cachés sous sa robe. Parce qu'elle-même, qui travaille là-bas, ne peut pas s'en occuper car elle est fouillée à la sortie. Et lui, le prêtre qui s'apprête à venir donner les derniers sacrements, on n'osera jamais le fouiller. Donc il n'y a que lui qui peut récupérer ces carnets s'il accepte de rendre ce service. Alors tout de suite, on se pose plein de questions. Pourquoi est-ce si important de récupérer ces carnets? Qui est Rose? Que cachent ces carnets? C'est par cet angle qu'on entre dans cette intrigue à tiroir, aux multiples rebondissements, au mystère et au suspense haletant, à l'ambiance lourde et malsaine qui s'installe peu à peu. Attention, âme sensible, s'abstenir. D'ailleurs, c'est peut-être un reproche que je peux faire au livre. L'auteur prend un malin plaisir à aller toujours plus loin dans la noirceur de l'âme humaine, à tel point que parfois c'est un peu trop. Moi, à un moment, j'ai été un peu submergée. Pendant tout le début du roman, on sait qu'il va arriver quelque chose de terrible à l'héroïne. Et on ne sait pas quoi. L'auteur nous le fait bien comprendre. C'est tellement fort et tellement attendu qu'il n'a pas intérêt à nous décevoir. C'est sans doute pour ça qu'après, il n'hésite pas à forcer un peu le trait, et qu'il va toujours plus loin dans l'horreur. Car il semblerait que son but est non seulement de saisir son lecteur à la gorge et aux tripes, mais aussi de ne surtout pas le décevoir. C'est pourquoi les rebondissements s'enchaînent et que Franck Buis n'hésite pas pour cela à utiliser des stratégies narratives parfois un peu tirées par les cheveux pour ne surtout pas que son lecteur puisse deviner la fin. Tout au long du texte, il plante des graines, des indices qui forment un puzzle dont le tableau ne se révélera que dans les dernières pages. C'est ce qui fait qu'on est pris par le syndrome du page-turner. C'est très bien réussi de ce point de vue-là. La forme narrative, quant à elle, est protéiforme. Afin de manipuler au mieux son lecteur, Franck Buis multiplie les points de vue. Cela permet d'avoir un certain regard omniscient sur ce qui se passe, mais pas vraiment parce qu'en fait, l'auteur nous dévoile les choses que quand il a décidé de le faire. Et ceci afin de garder le mystère jusqu'au bout. En ce qui concerne le style, maintenant, c'est plutôt pas mal écrit, surtout quand on plonge dans les carnets de Rose. Là, l'auteur prend un ton, une langue qui s'adapte au personnage qu'il a créé, qui est donc celui d'une toute jeune fille à peine sortie de l'enfance, issue d'un milieu populaire. C'est cette voix qui la fait vivre, qui la rend si réelle et attachante. On est avec elle à 100%. C'est pourquoi on est un petit peu inquiet de savoir ce qui va lui arriver. Par contre, en comparaison, les personnages secondaires sont un peu fades et quelque peu manichéens. Mais il y a tellement de bonnes choses par ailleurs que ça passe. C'est une lecture prenante et haletante dans laquelle vous ne risquez pas de vous ennuyer. Maintenant, passons à un tout autre style. Mais alors, vraiment un tout autre style qui n'a absolument rien à voir. C'est le roman d'une autrice que je voulais découvrir depuis longtemps, mais que je n'avais encore jamais eu l'occasion de lire, et donc j'ai reçu l'un de ses romans à Noël. C'est ainsi que j'ai découvert Les Gratitudes de Delphine de Vigan, publié aux éditions J.C. Lattès. Ça parle de mots, de vieillesse, de l'importance de dire merci. L'histoire commence lorsque Mishka, une vieille dame, ne peut plus rester vivre seule chez elle. Marie, une plus jeune femme, se charge de l'amener à la maison de retraite, où Jérôme, l'orthophoniste, se prend d'attachement pour cette vieille femme. On découvre donc Mishka à travers le regard croisé de ces deux personnages, qui tour à tour s'échangent la parole. Deux jeux pour parler d'une troisième personne qui fait le lien entre eux. C'est un joli procédé qui m'a vraiment paru original. Alors non seulement Mishka ne peut plus vivre seule, mais en plus elle perd un peu les mots. Cela découle sur un très beau travail autour des mots, de leur sonorité, de leur sens. Lorsque Mishka se trompe de mot, elle le remplace par un autre. Et souvent c'est saisissant, tant le sens est bien plus profond que celui qu'elle aurait dû utiliser à la base. Elle passe sa vie en robe des champs, dit-elle en parlant de sa voisine qui passe sa journée en robe de chambre. Ou encore, tu sais qu'on a une nouvelle résistante à notre table à la cantine? N'est-ce pas ainsi qu'on devrait appeler les résidents d'une maison de retraite? Des résistants? Ces échanges de mots donnent une poésie au texte en y ajoutant une réelle profondeur. Tout est dans les mots, les dialogues, et pourtant tout est dit en peu de mots. Ça se lit tout seul.
L'écriture est simple, directe, sans fioriture, mais tout en finesse et en subtilité, avec une certaine drôlerie. Chaque personnage se dessine à travers son histoire passée. C'est ce qui fait qu'ils prennent corps et vie et qu'on s'attache à eux. C'est rare que cela m'arrive, mais ce livre m'a fait pleurer à chaudes larmes. C'est simple, c'est beau, c'est drôle. Et personnellement, j'ai été très touchée. En bref, j'ai beaucoup aimé, je pense que je vais prolonger ma découverte de Delphine de Vigan. On termine enfin avec mon coup de cœur. Donc c'est un livre que j'ai découvert lors du podcast Primo, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une coproduction du studio Nouvelles Écoutes en partenariat avec les éditions Robert Laffont. Et donc dans ce podcast, on suit 3 éditeurs dans toutes les étapes de la publication d'un livre, de la recherche du manuscrit jusqu'à sa vente en librairie. C'est dans le cadre de ce podcast que j'ai découvert le livre dont je m'apprête à vous parler. C'est un livre que j'ai reçu à Noël et entre-temps, j'avais eu l'occasion d'échanger quelques mots avec son auteur. Donc j'avais particulièrement hâte de découvrir ce qu'elle avait écrit. C'est ainsi que j'ai découvert La vie en confetti d'Hélène Verger, publiée aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire d'une jeune adolescente, Valentine, dont la vie bascule le jour où elle apprend que sa maman est enceinte. C'est d'ailleurs cette adolescente qui est la narratrice et l'écouter nous raconter son histoire est juste jubilatoire. C'est par la langue que je suis entrée dans ce roman. J'ai adoré le style, le ton, cette voix, c'est juste génial. C'est plein d'humour, d'images jouissives complètement absurdes, de répliques truculentes, d'associations d'idées totalement décalées. Chaque phrase ou presque est une punchline du genre « Pour l'instant, il a rien fait d'autre que le tour d'un ventre ». Comme Tour du monde, il y a plus excitant. Quand ce n'est pas une poésie, dans ses yeux, tournoyer les eaux d'un rêve triste. On se demande où l'auteur va chercher tout ça. Un tel déploiement de fantaisie. Et du coup, c'est tellement absurde que ça en devient très drôle. Le regard tout à fait personnel de Valentine sur le monde, qui oscille entre naïveté et une certaine maturité, en fait un personnage particulièrement attachant. On passe d'une émotion à une autre en un quart de seconde sans même s'en rendre compte. C'est d'ailleurs très fort sur le plan émotionnel. Le roman est comme une vague dans laquelle on se laisse emporter. J'ai autant ri que j'ai été saisie, que j'ai été émue, que j'ai été effrayée. Pour moi, ce premier roman est un vrai petit bijou de littérature, tant dans la forme que dans le fond. Car en plus de nous offrir un style décapant des plus fantaisistes, l'histoire même nous entraîne dans une intrigue des plus imprévisibles, aux multiples méandres. La vie en confetti vous explose au visage, tel un feu d'artifice de toutes les couleurs. J'ai été embarquée comme un pigeon voyageur qui ferait un vol en Concorde pour la première fois de sa vie. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'était mes lectures de ce début d'année, j'espère que vous y trouverez votre compte vous aussi avec des textes à votre convenance. N'hésitez pas à me faire des retours sur vos propres lectures et si des fois vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me partager votre avis, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous sur ces différents romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cela veut dire qu'elle vous a plu, dans ce cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne, ça m'encourage beaucoup. On se retrouve bientôt pour un prochain bilan de lecture, mais sans doute avant avec mes vidéos conseils d'écriture comme tous les premiers samedis du mois. En attendant, je vous souhaite plein de belles lectures. À bientôt!